Carla Bruni brise enfin 15 ans de silence impénétrable. La vérité qu'elle dévoile sur sa vie avec Nicolas Sarkozy pulvérise le conte de fées national. Celle qui a régné sur la lumière expose désormais l'ombre qu'elle a elle-même dissimulée. Pour comprendre la chute, il faut saisir l'ascension. Sur les podiums, Carla n'était pas juste un mannequin, mais une reine intouchable, à la maîtrise glaçante. La presse a sculpté d'elle une statue de marbre, une armure impossible à percer. Même en musique, sa voix intime entretenait l'illusion d'une femme inébranlable refusant de payer le prix émotionnel de la célébrité. En devenant première dame, elle incarna le contrepoids parfait au tempérament nerveux de Sarkozy. Le monde ne voyait qu'un lac calme, ignorant qu'en coulisses, Carla vivait en hypervigilance. Elle avait compris qu'un mot de travers pouvait déclencher une guerre. Ce silence, d'abord une protection, est devenu une prison dorée. Le public admirait une femme sans fissure, ne soupçonnant jamais l'abîme derrière le sourire poli. Il ne voyait que l'éclat, ignorant le prix terrifiant qu'elle payait chaque jour pour ne pas s'effondrer dans l'ombre. Leur rencontre fatidique ne s'est pas jouée sous les orses de la République, mais lors d'un dîner banal entre le fromage et le dessert. Carla y est entrée, avec sa douceur liquide habituelle. Face à elle, Nicolas Sarkozy ne s'asseyait pas. Il vibrait occupant l'espace, comme un homme qui refuse de céder au hasard. Dès la première seconde, ce fut une collision entre deux mondes. Sarkozy l'a scanné avec un œil chirurgical, le regard d'un fauve politique évaluant l'opportunité. Habituée aux regards insistants, Carla sentit pourtant une densité inédite, une concentration totale. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais une suspension du temps où les masques sociaux ont failli tomber. Ils échangèrent des phrases simples, créant une bulle hermétique au milieu du brouhaha, cherchant avec une curiosité vorace si l'autre méritait qu'on s'y arrête. L'alchimie naissait de leur dissonance rythmique. Sarkozy était de l'urgence incarnée une électricité statique. Carla était la lenteur, une note tenue. Ce gouffre créa une attraction irrésistible. Il buvait son silence comme un assoiffé. Elle était fascinée par son énergie nucléaire. Inconsciemment, chacun voyait chez l'autre l'antidote viscéral à ses propres excès. Pourtant, un détail échappa à la vigilance de Carla. Un micro-événement qui aurait dû sonner l'alarme, un regard rapide de Sarkozy pour s'assurer qu'elle ne regardait personne d'autre. Un réflexe de contrôle territorial, une possessivité précoce qu'elle méprit pour de la sollicitude. Elle confondit surveillance et attention. La soirée s'acheva sur une promesse légère dans la nuit parisienne. Rien de grandiloquent, mais en retrouvant la solitude de sa voiture, Carla sut qu'elle venait de franchir un seuil invisible. Pour Sarkozy, ce souvenir devint un point d'ancrage. Pour Carla, le moment laissait une sensation ambivalente, un mélange toxique et délicieux de sécurité et d'alerte. Un instinct primitif non décrypté. Ce moment banal fut en réalité un carrefour existentiel basculant sa vie vers une lumière qui allait bientôt se révéler brûlante. Les premiers chapitres de leur vie commune s'écrivirent avec une fluidité irréelle. Une bulle semblait isoler ce duo improbable, l'homme de pouvoir à l'énergie inépuisable et la femme à l'élégance féline. Pour le monde entier, ils incarnaient une perfection moderne digne d'un scénario hollywoodien. Carla entra dans l'arène politique non en conquérante, mais avec une confiance d'artiste. Elle ne cherchait pas la lumière, mais offrait l'image d'une France apaisée. Son effet sur Nicolas fut spectaculaire à ses côtés, l'homme pressé se métamorphosait. Il s'apaisait, écoutait davantage. Carla lui offrait un espace silencieux, une chambre de décompression vitale dans un emploi du temps saturé. Ils formaient une forteresse mobile, et le public saluait l'authenticité de cette première dame atypique. Cependant, des signes insidieux, invisibles à l'œil nu apparurent. Par petites touches, Sarkozy commença à chorégraphier la présence de son épouse. Il lui indiquait où se placer, comment se tenir. Ce qui ressemblait au protocole devint une direction subtile, presque affectueuse mais impérieuse. Par désir d'harmonie, Carla choisit le silence. Elle commença à se faire plus petite, à occuper moins d'espace pour en laisser davantage à l'autre. Elle s'habitua inconsciemment à ce demi-pas en arrière, ajustant son métronome intérieur sur la cadence frénétique de son mari. Malgré une vibration étrange lors de leur dîner, cette période restait celle de l'illusion partagée. Carla voulait croire aux contes de fées, gardant tout léger pour protéger l'image du bonheur, ignorant l'ombre floue qui grandissait déjà derrière le décor. La descente vers l'ombre ne fut pas un coup de tonnerre, mais une accumulation insidieuse de détails corrosifs. Au début par amour, Carla minimisait ses gestes furtifs, blâmant la charge écrasante de l'État. Mais Nicolas devenait chaque jour plus impérieux.
Il ne s'agissait plus de protocole, mais de contrôle pur. Il exigeait une perfection de porcelaine, posant une main invisible mais ferme sur sa nuque. Dans les salons où se jouait le sort du monde, l'artiste s'effaçait. Elle amputait sa part sauvage pour entrer dans le moule étroit de la femme de. Même l'intimité, ce refuge sacré, fut contaminée. Les soirées à l'Élysée devinrent des monologues face à un homme vidé, son téléphone posé entre eux comme une arme chargée. Carla n'était plus seulement l'aimée, mais un actif politique scanné par des regards froids. Le glissement s'opéra brutalement un jour précis. Quelques minutes avant une apparition officielle, Nicolas exigea qu'elle change de tenue. Il trouvait sa robe pas assez adaptée. Son ton n'était pas violent, mais tranchant administratif. Carla, l'icône de mode, obéit sans discuter sous le choc. Ce n'était qu'un début. Bientôt, il lui demanda de rester en retrait, de s'effacer. L'exception devint la règle. Un silence de bâillon remplaça la paix des débuts. Carla fit les compromis qu'elle s'était juré de refuser, musique en sourdine, projet annulé. Elle reculait chaque semaine d'un pas invisible, s'éloignant de sa propre essence. Dans le miroir, elle ne voyait plus qu'une étrangère parfaite et lisse. L'incident qui scella son mutisme eut lieu lors d'un dîner important. Dans un élan de spontanéité, elle tenta de raconter une anecdote. Nicolas l'interrompit d'un geste rapide de la main, invisible pour les autres, mais cinglant pour elle. « Tais-toi ». Dès lors, elle surveilla chaque phrase vivant dans la peur panique d'être mal interprétée. Ce n'était plus de l'adaptation, c'était de la survie. Hantée par des rêves où elle marchait seule dans une rue vide, elle glissait vers une zone sombre d'inexistence. Elle sacrifiait sa paix intérieure pour la paix extérieure, et c'était l'intérieur qui saignait en silence. Le point de rupture survint paradoxalement lors d'une soirée d'un calme absolu. Face à son miroir, Carla fut glacée par son propre reflet éteint. Elle sentit physiquement une digue se fissurer dans sa poitrine. Sarkozy entra électrique, monologuant sur sa journée sans vraiment la voir. Soudain, d'un ton sec et administratif, il lui notifia l'annulation impérative d'un engagement personnel précieux pour une simple figuration officielle le lendemain. Ce n'était pas une demande, mais une sentence définitive, une loi naturelle à laquelle elle devait se soumettre. Le temps se suspendit. Carla prit une inspiration profonde, sentant une frontière intérieure se déplacer violemment. Elle comprit avec une clarté aveuglante qu'elle se perdait depuis trop longtemps. C'était l'exigence de trop. Elle plongea son regard dans le sien et dit « Non ». Ce mot tranchant oublié figea Sarkozy de stupeur. Il ne s'attendait pas à ce que celle qu'il pensait avoir modelée lui résiste. Mais Carla ne l'écoutait déjà plus. Elle pivota et quitta la pièce sans un cri. Elle traversa le couloir d'un pas lent, délibéré. Ce soir-là, chaque pas résonnait comme un rappel à l'ordre. Elle avait avalé trop de couleuvres, trop reculé. Désormais, elle avançait. Ouvrant la porte du jardin, elle laissa l'air mordant de la nuit fouetter son visage. Un air libre qui ne jugeait rien. Dans cette solitude retrouvée, elle sut que l'équilibre des forces avait basculé. À partir de cette nuit-là, rien ne serait plus comme avant. Elle venait de se souvenir de qui elle était. La véritable révélation ne s'est pas produite sur une estrade politique, mais dans le cadre intimiste d'une interview où le silence s'était installé avant les caméras. Dépouillée de ses artifices de première dame, Carla s'apprêtait à briser le sceau d'un secret de 15 ans. Face à une question directe, elle a tombé le masque. Pour la première fois, sans ce sourire de façade qui la protégeait, elle a avoué avec une lucidité effrayante avoir disparu dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Elle l'a dit sans colère, sa voix tranchant l'air comme du verre. Elle a décrit le mécanisme clinique de son propre effacement, ce costume étouffant et ses règles acceptées pour ne pas faire d'ombre au soleil de son mari. Elle parlait pour récupérer les morceaux de son âme dispersée. La réaction fut immédiate. Des milliers de femmes se sont reconnues dans cette confession, voyant leur propre histoire dans cette disparition lente et ces concessions invisibles. Carla ne voulait pas un scandale d'État, elle voulait simplement respirer et que sa voix brisée lui appartienne à nouveau. Sa renaissance n'a pas été un feu d'artifice, mais une accumulation de gestes minuscules. Se réveiller le cœur léger, laisser entrer un air non filtré par le protocole, retrouver le contact physique avec sa guitare. Elle a reconquis son rythme lent, ce tempo langoureux sacrifié sur l'autel de l'urgence politique. Elle ne cherchait plus à être parfaite aux yeux du monde, mais seulement présente à elle-même. Carla Bruni a compris une vérité fondamentale, sa liberté ne viendrait jamais du bruit mais du silence qu'elle choisirait elle-même.
Son histoire se clôt sur cette leçon universelle: la plus grande victoire d'une femme n'est pas de conquérir le pouvoir, mais de reprendre sa propre voie et de faire le serment de ne plus jamais la laisser s'éteindre. L'histoire de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy nous enseigne une vérité essentielle sur l'équilibre dans le couple: aimer ne doit jamais signifier disparaître. Ce récit met en garde contre le danger de s'effacer progressivement pour satisfaire l'ambition ou les attentes de l'autre, transformant le compromis en sacrifice de soi. Il nous rappelle que la véritable harmonie ne naît pas de la soumission, mais du respect mutuel des rythmes de chacun. Préserver son identité, ses passions et sa voix est vital, car une relation saine est celle qui nous permet de grandir ensemble sans jamais nous diminuer individuellement.